Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Un sujet délicat. J'ai le privilège d'accueillir Justine qui va se présenter juste après. Justine est une invitée très courageuse qui a décidé de briser le silence et de partager son histoire avec nous. Elle a été victime d'abus sexuels de la part de son père et de son grand-père de l'âge de 7 ans jusqu'à ses 15 ans. Et en espérant que cette discussion contribuera à sensibiliser le public sur cette problématique malheureusement encore trop présente dans notre époque. Bonjour Justine, je vais te laisser donc te présenter. Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais comme profession? Voilà, à toi la parole. Bonjour Annie, donc je m'appelle Justine, j'ai 37 ans. Je suis actuellement à mon compte, je suis médium, guérisseuse, enfin un peu plusieurs choses. T'as plein de cordes à ton arc, hein. Voilà, exactement. Pourquoi tu as accepté véritablement de témoigner ton histoire quand je te l'ai proposée? Alors, j'ai accepté parce que si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, c'est une personne qui sera aidée en fait. Donc, on en parlera après, mais voilà, c'est pas tous les jours facile, mais on peut vraiment en guérir et vraiment avoir une belle vie en fait, même en ayant vécu Parce ça. que c'est vrai qu'on ne te voit pas, on ne peut que t'entendre. Tu es très belle, tu as un look particulier, on se connaît des salons. Ouais. Tu es très lumineuse et aussi tu as fait un chemin énorme. On est sur une transformation et sur un état interne qui laisse percevoir qu'il y a tout intérêt à garder espoir de guérir d'une telle situation, de cette horreur. Alors, comment cela a affecté ta relation avec ton père et ton grand-père après avoir cet abus qui a été révélé? Tout d'abord, est-ce que tu le révèles à qui ? Et à quel moment dans ton histoire? D'accord. Alors, en fait, c'est vrai que je n'ai pas expliqué exactement comment c'était passé. Et du coup, je pense que j'ai besoin d'en parler pour qu'on comprenne. Oui, voilà. En fait, mon père est un pervers narcissique. Il a toujours séquestré ma mère, battu. Et ma mère, j'étais la seule à qui elle pouvait parler. Donc, à l'âge de 6 ans et demi, j'ai dit à ma mère, écoute, tu n'es pas heureuse avec papa, quitte-le. Donc elle a pris le courage du coup à le faire, donc en sachant qu'on était 2 enfants. Donc mon frère a 3 ans et demi de moins que moi. Et donc, elle a décidé de demander le divorce. Le mois de mes 7 ans, en fait, il nous a enlevés, mon frère et moi, pour aller rejoindre mes grands-parents qui avaient une caravane dans la Somme, à côté de Amiens. Et donc, parce que nous, à la base, on était originaires de Lille. Et en fait, c'est là où ça a commencé. Ça a commencé où il y avait des apéros avec tous les amis du camping. Et puis, je devais me laver toute nue devant tout le monde. Donc le mois de mes 7 ans, ce qui n'était pas forcément évident. Et puis, en fait... Quand tu dis tout le monde, il y avait qui dans tout ce... il y avait donc mon père, il était tout seul à ce moment-là, il n'avait pas retrouvé quelqu'un. Il y avait mon grand-père, donc son père, sa femme, donc ma grand-mère, et puis des amis du camping qui étaient là. De mémoire, il y avait 8-9 personnes à peu près. Donc tu devais te laver devant toutes ces personnes. Voilà, et dehors, devant. Et personne ne trouvait ça curieux à ce moment-là? Non, apparemment c'était marrant. Ça les faisait rire. Ouais, c'était marrant. Et toi, dans ta petite tête de petite fille de 7 ans, alors... Pour moi, c'était pas normal. C'était pas tu normal, le sentais en fait. déjà à ce moment-là? Je sentais que c'était pas normal et que ça se faisait pas, en fait. Enfin, dès que j'ai commencé à attraper un peu de poitrine, j'étais hyper complexée, je le montrais pas, je mettais jamais de robe. Enfin, j'étais vraiment très, très complexée. Je faisais très attention à ça, en fait. C'était des choses qui me semblaient pas normales, en fait. Et donc, bref, les viols ont commencé à partir de ce mois-là où mon père et mon grand-père ont commencé. Après, j'allais régulièrement, du coup, donc le divorce a duré pendant 1 an. Pendant 1 an, on est resté sous le même toit, donc il se passait rien sous le même toit tant que ma mère était là. Ensuite, ça a continué, donc les week-ends, quand on y allait, j'ai commencé à déclencher des crises d'asthme, je voulais plus y aller. Mais en même temps, je voulais protéger mon petit frère. Je savais qu'il se passait des choses, par contre j'avais fait une amnésie traumatique en fait. J'étais vraiment... j'étais pas vraiment consciente. J'ai quelques flashs à ce moment-là où mon père déjà avait pénétration, mais par moments il me coinçait contre une porte, il se frottait à moi,
il me faisait des bisous. Ben, en fait, c'est pas comme un père, quoi. Il m'embrassait, il se dandinait, il se frottait. Enfin, c'est pas des choses qu'un père fait, en fait. Et je sais qu'une fois, j'en avais parlé à ma grand-mère maternelle, un petit peu, je lui avais dit à demi-mot. Et quand elle est décédée, malheureusement, quand elle est venue à décéder, elle m'a dit c'est vrai que tu m'avais parlé de ça et je t'avais fait la promesse. En fait, j'avais demandé à ce qu'il ne dise rien à ma mère. Parce que j'avais peur que, justement, il s'en prenne à ma mère. Parce que je savais qu'il allait lui faire du mal. On pourrait penser que tu t'es sacrifiée pour protéger ta mère. Pour ma mère et pour mon frère. Parce qu'en fait, du coup, je sais que on peut décider à l'âge de 13 ans de continuer à aller chez le père ou pas. Et moi, en fait, j'ai attendu que mon frère ait vraiment 13 ans pour dire bon, bah voilà, t'as 13 ans, tu continues d'y aller si tu veux. Mais voilà, moi maintenant, j'ai passé. Donc, moi, j'avais 16 ans et demi à peu près. Je lui avais dit ben voilà, maintenant, tu veux continuer à aller, ben tu y vas. Mais moi, c'est tout, j'arrête, en fait. Et donc voilà, donc j'avais vraiment un gros manque de confiance en moi, je n'allais pas bien. J'ai fait je ne sais combien de tentatives de suicide, ça je peux même pas les compter. Et un beau jour, je me suis retrouvée inconsciente, j'ai fait plusieurs EMI, des expériences de mort imminente. Et en fait, un jour, je suis tombée sur un psy qui m'a un peu, on va dire, botté le cul, quoi. Il était un petit peu rentre dedans, enfin, tout bien tout honneur. Mais, et en fait, je me suis dit, mais comment que ça se fait que je vais pas bien? Pourquoi j'ai toujours cette chose-là? Il y a quelque chose qui va pas bien au fond de moi. Et donc, j'ai vraiment cherché. Et mon grand-père maternel, donc le bon grand-père, est décédé donc peu de temps avant. Donc, c'était en 2010 quand ça s'est passé. Et en fait, comme je suis médium, je vois les défunts. Mon grand-père est venu me voir et m'a dit est-ce que tu veux vraiment que je te montre ce qui s'est passé? Et je lui ai dit oui. Et là, en fait, j'ai revu toutes les scènes. Tout est arrivé d'un seul coup, en fait. Donc là, ok, donc on se reprend une claque, quoi. À ce moment-là, on se dit ah oui, effectivement, il s'est passé tout ça. Donc il y a même des moments de doute où je me suis dit mais est-ce que je l'ai rêvé? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Parce qu'on se dit, bah mince, comment on a pu oublier tout ça, en fait? Ça paraît impensable, en fait. Et puis, du coup, j'ai vu plusieurs psys pour essayer de me remettre de tout ça. Ils m'ont... je suis tombée sur des psys aussi absolument ignobles. Faut vraiment faire attention. J'ai eu des psys qui m'ont dit que c'était moi qui l'avais cherché. Ah bon? À 7 ans, ouais. Ça existe? Oui, ça existe. Alors, ça peut être très compliqué. Il faut vraiment savoir que si ça arrive à quelqu'un, c'est pas de sa faute. C'est donc, ça, de tomber sur un professionnel de santé qui va affirmer ce genre de choses... ça te pousse à penser que c'est de ta faute. C'est ça. Et en plus, j'avais beaucoup cheminé avec beaucoup de psy, j'avais fait beaucoup de travail sur moi-même, où ça allait beaucoup mieux. Et d'un seul coup, je suis tombée sur ce psy-là qui m'a refait dégringoler de plusieurs marches, en fait. Est-ce que ton père et ton grand-père le savaient? Est-ce qu'ils savaient que l'un et l'autre étaient te violer? Ils l'ont fait ensemble. Les premières fois, ils les ont fait ensemble. Donc ton grand-père et ton père t'ont violé tous les deux en même temps? Oui. D'accord. Oui, après, mon père le faisait encore tout seul. Et ton grand-père? Mon grand-père, en général, quand on y allait, j'étais avec mon père. Donc, quand ça arrivait, c'était quand ils partaient en vacances chez eux. Ça arrivait à ce moment-là. Quelle est la première personne à qui tu en parles? Et au bout de combien de temps? En fait, c'est en 2010, quand je me suis rendu compte de ça. Tu as quel âge en 2010? Alors là, j'ai 37. Une vingtaine d'années, ouais. Quelques années après. Donc, tu as fait une amnésie jusqu'à l'âge de tes 20 ans, c'est ça? Un peu plus de 20 ans. Tu savais que tu allais mal, mais tu savais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Et à l'âge de 20 ans, alors qu'est-ce qui va réveiller tout ça? C'est ça, en fait, c'est mon grand-père maternel qui m'a dit écoute, tu veux voir ce qui s'est passé? Et là, en fait, tous les flashs sont arrivés et au fur et à mesure, en fait, tout est ressorti d'un seul coup, en fait. Même après, quand mon grand-père a passé ce message-là, en fait, j'ai eu d'autres flashs qui sont arrivés au fur et à mesure et tout n'est pas arrivé d'un seul coup. J'ai fait par étapes aussi. Il y a des moments où je disais bon, voilà, c'est bon, j'en sais assez. Pour l'instant, je veux pas savoir plus. Et après, j'essayais de ressavoir au fur et à mesure comment ça s'était passé. Et ta grand-mère, ta mère sont au courant à partir de quand? Là, quand j'ai tout découvert, j'ai dit à ma mère écoute, voilà, il faut que je te dise quelque chose. Comment elle réagit?
Très mal. Je pense qu'elle a été un peu au début dans le déni. Vraiment, au début, elle s'est... Je pense qu'elle comprenait pas, c'était trop pour elle d'un seul coup. Enfin, elle m'a dit cette phrase en me disant en fait, du coup, je comprends pourquoi, quand j'ai demandé le divorce, il m'a dit je te ferai mal de la pire des façons que tu puisses avoir mal. Et bien sûr, la pire des façons pour une maman, c'est de faire mal à ses enfants, en fait. Donc, du coup, je pense que c'est là où elle s'est rendue compte. Encore maintenant, hein, elle me dit par moments, j'ai pas réussi à te protéger. Elle se sent coupable. Elle se sent coupable, ouais. Mais je lui ai dit, bah non, en fait, c'est moi qui l'ai décidé. Et puis en même temps, ça fait partie de mon chemin de vie, en fait. Et j'aurais pu lui dire à l'époque, mais j'ai pas voulu, en fait. Donc elle a pas à s'en vouloir, au contraire. Est-ce que tu décides de porter plainte? Non, j'ai pas voulu porter plainte. Pourquoi? J'ai pas voulu porter plainte parce que je me suis dit, autant de temps après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les affronter, de prouver auprès de la justice qu'effectivement il s'est passé ça. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai su ce qui s'était passé, je suis retournée sur le lieu où ça arrivait la première fois. J'ai coupé les ponts avec mon père et tout, je ne lui parlais plus. J'ai revu mon grand-père, mais comme ça de loin, je l'ai vu, il rentrait chez lui et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est lui en fait, mais du coup j'ai plus à avoir peur encore Là il est décédé. Ton grand-père? Mon grand-père est décédé. Et ton père? Mon père, oui, normalement, aux dernières nouvelles, il est toujours vivant, toujours. Mais en fait, plusieurs fois, je l'ai croisé et il m'a plus fait peur. Pour la petite anecdote, j'ai fait de l'effeuillage burlesque et des photos en lingerie, hein, parce que j'avais besoin de me réapproprier mon corps, en fait, hein, vraiment. Donc très, très rétro, hein, rien de vulgaire, rien du tout. Et mon père, un jour, lors d'un show burlesque, était dans la salle. Donc j'ai failli ne pas y aller, hein. Je l'ai su un peu avant, j'ai dit non, j'y vais pas, parce que mon frère lui parlait encore à cette époque-là. Et puis au dernier moment, j'ai dit bah non, en fait, c'est tout, c'est ma revanche, montrer que bah non, en fait. Puis bah effectivement, il a baissé les yeux et je me suis dit tu peux expliquer à ceux qui ignorent, hein, parce que moi je viens de l'apprendre avec toi, ce que c'est que l'effeuillage burlesque. L'effeuillage burlesque, alors du coup ça remonte à assez loin, hein. C'est Betty Page, hein, qui a remis ça au goût du jour dans les années 50, où en fait c'est se déshabiller de façon sensuelle et pas vulgaire. Ça raconte une histoire. Il y a aussi du new burlesque, hein. Il y en a certains qui connaissent Dita Von Teese ou Dirty Martini, enfin plein. Et en fait, c'est raconter une histoire. Et donc, sans le savoir, donc à cette époque-là où j'avais pas fait le rapprochement, c'est une de mes psys qui m'en a parlé. En fait, j'avais mon premier show burlesque. Donc c'était des défis que je me mettais chaque mois. Je me mettais un défi pour aller mieux, pour justement reprendre confiance en moi. Et en fait, j'avais mon premier show. J'avais fait en fait un personnage du petit chaperon rouge qui se promenait, et donc en fait je sors un paquet de princes, et dans ce paquet de princes j'ai un godemiché que j'embrasse, et d'un seul coup je me révèle, je deviens une femme fatale. Et en fait effectivement la psy m'a dit mais vous n'êtes pas rendu compte qu'en fait c'est vraiment votre histoire où la petite fille, c'est en très fait symbolique. Voilà, c'est ça. Et j'avais vraiment pas fait le rapprochement en fait, et ça a vraiment été le début de ma résurrection en fait, hein. On peut parler de résurrection là. Ouais, complètement. Ouais. Parce qu'en fait, oui, ça m'a détruit. Enfin, vraiment, j'ai été au plus mal, hein, de là à faire plusieurs tentatives. Et d'ailleurs, même les psys m'ont expliqué que je comprenais pas pourquoi j'avais toujours besoin de faire des tentatives de suicide, parce que bien sûr, j'ai eu que des personnes après, donc là c'est fini, je ne suis plus avec ce genre de personnes, mais j'ai eu que des pervers narcissiques qui m'ont aussi traité comme mon père a traité ma mère. Justement, en fait, j'allais te poser la question, alors comment tu te construis en tant que femme, et comment on arrive à aimer derrière cette histoire sordide? C'est compliqué parce que du coup en fait moi j'avais pas de repère, en fait, j'avais pas de vision d'un vrai père. Donc du coup j'ai eu que des personnes qui étaient très néfastes avec moi, qui me séquestraient, qui me violaient. J'ai fait des études de mécanique, hein. J'ai été un vrai garçon manqué, pour justement montrer qu'une femme est aussi capable. Et donc je faisais beaucoup de blagues graveleuses, hein. J'en fais encore, hein. Je partais vraiment dans le sens où le sexe c'était pas grave, en fait. Donc j'avais pas d'histoire d'un soir. Par contre ça c'était un truc qui m'a jamais attirée. Mais ouais, enfin je
pouvais rigoler. Enfin, vraiment, je suis plus trash que les mecs, quoi. Niveau blague gravelée, c'est... Voilà, mais vraiment, j'avais besoin de ce côté où... ça t'a aidé, c'était voilà, en fait, c'était ta guérison, c'était une manière exactement. Pour toi d'avancer. Oui, tout à fait, tout à fait. Et chacun a sa façon, et toi, eh bien, tu l'as... comment dire, extériorisé de cette manière-là. Exactement, exactement. Tu en es où aujourd'hui par rapport à cette histoire, le regard que tu as sur ton père, sur ton grand-père? Est-ce que tu leur as pardonné? Oui, alors je leur ai pardonné. Là, je ne veux plus les voir. Enfin, mon grand-père, du coup, je ne le vois plus. Enfin, je l'ai déjà, en tant que médium, il est déjà revenu. Je sais, du coup, maintenant qu'il s'en veut. Je le sais, parce que de toute façon, j'ai l'impression que dès qu'une âme part, en fait, elle se rend compte de ce qu'elle a fait dans cette vie. Et puis, en fait, une âme a de l'amour inconditionnel, en fait. Et du coup, c'est complètement différent. Je lui ai pardonné déjà même avant qu'il parte. Je pensais même faire la fête le jour où il allait partir. Au final, même pas. Même pas. J'ai été triste pour lui, en fait. J'ai été vraiment triste du fait que, justement, il aurait pu être quelqu'un de bien. Parce que je pense ne pas avoir été la seule qui a subi ça dans la famille. Et mon père, il y a des chances aussi qu'il l'ait vécu aussi. Mon père, c'est tout. Enfin, voilà. Après, je lui souhaite pas de mal. Mais voilà. Enfin, c'est comme si c'était quelqu'un qui m'a quelque part fait évoluer dans ma vie, en fait. Enfin, sans ça, je ne serais pas qui je suis, en fait. Et ce qui est étonnant à chaque fois, ce que je dis aux gens, c'est que je redonnerai ma vie à personne, en fait. C'est vraiment ce qui fait ce que je suis, en fait. Et c'est pas facile tous les jours. Il y a des moments où c'est compliqué, où il y a des petits flashs qui peuvent revenir par moment. Mais en règle générale, non. Enfin, je le vis bien, en fait. Et derrière un tel traumatisme, est-ce qu'on peut être épanoui sexuellement? Oui, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te définir comme étant épanoui sexuellement? Oui, après, y a toujours des petits moments où il y a certains flashs qui reviennent. Ouais. J'ai certains flashs qui reviennent par moments où il y a certaines choses que j'ai encore du mal, en fait. Ce qui est normal. Voilà, c'est bête, mais par exemple... on va m'attacher, c'est quelque chose que je peux pas. Je peux pas, parce qu'il faut que j'ai encore un certain contrôle, parce que on m'a pas donné le choix avant, donc du coup il y a certaines choses où je peux pas. Mais après, hormis ça, non. Hormis ça, je peux faire plein de choses différentes. Il y a pas de souci. C'est vraiment. Donc c'est intéressant ce que tu témoignes, parce que au cabinet, parfois certaines dames pensent ne plus jamais prendre de plaisir, ni même faire confiance en un homme. Aujourd'hui, je pense que tu fais confiance à un homme. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment très particulier, parce que en fait, toutes mes relations avant n'ont jamais été pareilles, en fait. Et là, je pense à retrouver mon âme sœur, la personne avec qui je vais finir mes jours. Mais du coup, c'est complètement différent, en fait. Et je pense tu lui en as parlé dès le départ? Ouais. Dès le départ, j'en parle parce que ça fait partie de mon histoire, ça fait ce que je suis. Et comment il l'a pris? Et il comprend pas. Il comprend pas le fait d'accepter ce qui s'est passé, de bien le vivre, en fait. Il a du mal à le comprendre, mais non, en fait, je pense que c'est obligatoire, parce que justement, il y a certaines limites que je veux pas, en fait, et où je lui dis, voilà, attention, des fois, ça peut arriver que, il y a un jour où je vais pas super bien, ça arrive, c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, et en fait, pendant un rapport, d'un seul coup, j'ai un flash qui vient, et puis, je me crispe, et ça peut arriver que je me mette à pleurer d'un seul coup. En fait, il ne comprend pas comment on ait pu te faire ça, mais il te comprend très bien sur le plan intime tu puisses réagir de cette manière. Exactement. Donc, il était très compréhensif. C'est ça. Et je pense que c'est ça vraiment qu'il faut tout de suite en parler, parce qu'il ne faut pas avoir de tabou à ce niveau-là, parce que, oui, ça fait partie de nous, ça fait que on a quand même des petites faiblesses, et c'est normal, c'est pas quelque chose de pas grave qui nous est arrivé, en fait. Mais en fait, si on est vraiment avec la bonne personne, il comprendra et réagira de façon à ce que ça se passe le mieux possible, en fait. Est-ce que tu penses que si une femme t'écoute et qu'elle n'a pas encore franchi le pas de la guérison, est-ce que tu penses qu'elle pourrait, à travers ton histoire, déjà prendre la décision de guérir, ou en tous les cas de faire en sorte de se sortir de cette période douloureuse?
Je l'espère. Après, tout à l'heure, tu parlais des gens qui boivent et tout. Moi, je suis tombée dans l'alcool pendant un moment donné où je buvais par jour, toute seule. Je buvais une bouteille de vodka herbe de bison et une bouteille de Jet 27. C'était ça, chaque soir, c'était mon rituel. Pendant combien de temps ? Pendant plus d'1 an. J'ai été dans l'autodestruction totale. Je me suis mutilée. J'ai fait plein de choses, en fait. Et au bout d'un moment, on se dit non, en fait, c'est pas moi, en fait. On boit, alors moi j'ai jamais fumé, mais voilà, chacun va avoir ses déviances, et puis en fait on va se rendre compte que c'est pas pour autant qu'on va se sentir mieux, en fait. Il faut vraiment avoir le courage d'affronter ses démons. Alors ça fait mal, c'est dur de savoir ce qui s'est passé, de revivre tout ça, parce qu'on le revit, et comme c'est quelque chose qu'on a vécu vraiment dans notre chair, on le ressent, en fait. On a les douleurs qui reviennent, c'est horrible à revivre, mais en fait il n'y a que comme ça qu'on arrive à guérir, en fait. Moi c'est comme ça que je l'ai fait, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire, en fait. C'est comme quand on met un pansement où en fait on va retirer le pansement, il y aura toujours la blessure, que si on nettoie, alors oui ça pique, ça fait mal, mais après c'est guéri, il n'y a plus rien, en fait. Alors tu sais, on n'en a pas parlé dès le départ, mais mon podcast est écouté dans 17 pays différents. La pression. Alors, dans ce monde, ton histoire sera écoutée à chaque coin de cette planète. Ça fait quoi pour toi de pouvoir t'exprimer sur ce sujet ? Qu'est-ce que tu penses que tu vas en retirer comme expérience ? Alors, comme je te disais tout à l'heure, à la base, j'avais prévu de faire ça de manière anonyme. Et au final, ça aurait été compliqué de ne pas expliquer, par exemple, les feuillages burlesques, ce que je fais comme métier et ce qui m'aide du coup aussi là. Et puis c'est mon histoire, en fait, et je pense que ça fait partie de la guérison, en fait, parce que on pense toujours avoir fini ce processus de guérison, mais en fait il y a toujours des fois comme je disais, des petits flashs qui reviennent, et puis peut-être qu'en fait j'avais pas encore complètement fini mon processus de guérison, peut-être qu'il y a besoin de ça pour justement pouvoir encore évoluer. Puis à mon avis on a toujours des petites traces de ça, et c'est ce qui nous fait notre force, en fait, quelque part. Donc, et là ce qui est génial, c'est qu'à travers ce podcast qui sera écouté par des milliers de personnes, eh bien c'est une forme de thérapie en quelque sorte. Exactement. Alors pour moi c'est vraiment un honneur moi aussi, de contribuer justement à ma façon dans cette étape de guérison. Le mot de la fin pour celles et ceux qui seraient encore dans ces peurs d'aller voir leurs démons et de pouvoir guérir réellement, parce qu'on pourrait aussi dire que nous sommes vraiment des êtres de résilience extraordinaires. Quel conseil tu dans ce même cheminement que toi ? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler alors avec vraiment des personnes de confiance, mais comme je disais, il y en a tellement à qui c'est arrivé. Il faut surtout dire que ce n'est pas de notre faute, en fait, et justement, on est plein de personnes à qui c'est arrivé, donc on n'est pas des cas isolés, et ça prouve bien que ce n'est pas nous le problème, en fait. C'est vraiment ces bourreaux, en fait, qui ont fait ça, et je pense que nous, en fait, on peut se regarder dans une glace. Eux, je pense pas qu'ils puissent se regarder dans une glace, en fait. Et il faut vraiment réussir, du coup, à passer au-dessus, s'accepter comme on est et avoir confiance en soi, parce que, du coup, c'est ça, en général, qui prime le plus, en fait. La confiance en soi, elle est détruite, en fait, par rapport à ça, parce que, on se sent diminué complètement, en fait. Aujourd'hui, au niveau de l'estime de toi, de la confiance en toi, tu en es où ? C'est un peu en dents de scie. J'ai eu les photos, la photothérapie, on le dit, ça marche très bien. Les feuillages burlesques, pareil, ça m'a énormément aidée. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Après, non, je sais pas. Mais je suis beaucoup moins dans le paraître qu'avant, en fait. Donc du coup, en fait, comme tu dis, j'ai un look atypique, et en fait les gens ils regardent, c'est bien, ils regardent pas, je m'en fous, ils aiment bien, c'est bien, ils aiment bien, pareil, je m'en fous. C'est vraiment quelque chose où maintenant je vis comme j'ai envie, et puis en fait les gens ont pu à dicter ce que va être ma vie, en fait. C'est la mienne, elle m'appartient, c'est mon histoire, et en fait il y a personne qui peut la changer, en fait, comme lui il aurait essayé de la faire, en fait. Non, en fait.
Tu sais que je t'adore, hein. On se connaît depuis quelques années. Tu es juste magnifique. Ton sourire, on ne pourra que l'entendre, on ne pourra pas le voir. On dit qu'on l'entend, hein. Oui. Donc, je te remercie pour ce beau témoignage. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi. Merci beaucoup, les amoureux de la vie. Donc, vous voyez qu'on a pu aborder un sujet terrible, éprouvant, aussi sur une note d'humour, hein, avec un partage léger, si je puis dire, pour traiter un sujet aussi grave. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à m'écouter, à me partager, enfin pas me partager, mais partager mes podcasts. Je vous dis à très bientôt, les amoureux de la vie, et surtout, prenez soin de vous. La voix d'Annie